Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie de Jules Torres et Victor Hérault. On entendait Hervé Novelli, l'entrepreneur, ancien ministre des PME, nous parler du ras-le-bol des patrons français eu égard à la situation économique du pays. Eh bien, Emmanuel Macron, lui, est plutôt fier. Même très fier de ce qu'il a fait. Il le dit. Il l'a dit à des lycéens à Vesoul avec lesquels il a échangé à une table de cantine. Et puis mardi midi, le président de la République a partagé donc un entretien avec le magazine plutôt le podcast Brut. Je suis très fière donc de ce que j'ai fait. C'est une fonction qui mange beaucoup de temps. Je n'ai pas une vie équilibrée, pas un temps familial satisfaisant, mais j'essaie de faire de mon mieux. Écoutez, Emmanuel Macron, et je vous fais réagir. Il reste plus d'un an, mais ce que je veux dire, c'est que c'est chouette, c'est la vie. Et donc, ce que veut dire cette expression, c'est qu'on on a quand même traversé de drôles de périodes, quoi. Les gilets jaunes, le Covid, la pandémie, la guerre en Ukraine, les troubles géopolitiques, la Groenland, l'inflation, et j'en passe. Donc ouais, on en a traversé. Mais enfin, à la fin, on a quand même bien tenu, quoi. Vous êtes déjà un petit peu dans le bilan, la rétrospective de tout ce qui s'est passé sur ces 9 ans? Non, alors on est toujours dans le bilan, et on essaie de voir. Et c'est aussi pour ça qu'il faut toujours reprendre les choses et que je considère que jusqu'au dernier quart d'heure, il faut travailler. Parce qu'il y a des choses parfois qu'on n'a pas réussi, parce qu'on les avait ou pas bien comprises, ou pas bien expliquées aux autres, ou imparfaitement faites, et c'est peut-être maintenant. Bon, bah, c'est maintenant. On ne reconnaît pas sa voix, Jules Torres. Les audiences d'Europe 1 sont formidables. Il y a vraiment beaucoup de gens qui nous regardent tous les soirs. Non, mais vous êtes en forme ce soir. Emmanuel Macron a commencé son baroud d'honneur. Il a commencé cette semaine. Vous savez, quand vous n'êtes plus capable que de parler qu'à des lycéens. J'ai beaucoup de respect pour les lycéens, mais bon, les lycéens ne vont pas questionner forcément son bilan. Et à Brut, qui depuis le début de son C'était une vraie question directe de l'un d'entre eux. Êtes-vous heureux aujourd'hui? C'est là qu'il a répondu qu'il était très fier de ce qu'il avait fait. Il est extrêmement fier, il est extrêmement heureux. Moi, si j'habitais à l'Élysée, je pense que je serais très content aussi. Mais en revanche, avec un bilan pareil, je ne serais pas content. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron balaie d'un revers de main tout ce qui lui est reproché par les Français. On parle quand même d'un président de la République qui, à 15 mois de la fin de son quinquennat, de son double quinquennat, de son décennat, eh bien, est à 11% de satisfait. Je vous rappelle quand même que dans les pires moments de leur passage à l'Élysée, le général de Gaulle était tombé à 40% d'opinion favorable et François Mitterrand n'était jamais passé sous les 20. Donc c'est-à-dire que là, il est sur les records de M. Hollande, donc il faudrait qu'il soit sous les 10%. Mais au-delà même de ce que disent les Français, c'est quoi l'idée? Non, c'est même pas du déni, c'est que je pense sincèrement qu'Emmanuel Macron considère qu'il a un bon bilan. Quand il vous dit que sur l'économie, il a fait ce qu'il a pu, je pense qu'il le pense sincèrement. Quand il vous dit que sur le chômage, il a réussi à le faire baisser, je pense qu'il le pense sincèrement. Quand il vous dit que, on vit mieux dans notre pays qu'il y a 10 ans, je pense qu'il le pense sincèrement. Mais c'est là tout l'aspect terrible finalement du passage d'Emmanuel Macron à l'Élysée, c'est-à-dire que c'est du déni, de la déconnexion, un caractère hors sol du pouvoir qui ne vous permet pas de voir les réalités. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans un pays où il y a 3 500 milliards de dettes. Emmanuel Macron, son seul passage à l'Élysée, c'est quasiment 1200 milliards. On a 473 000 violences physiques chaque année en France. On a des chiffres sur l'immigration qui sont absolument catastrophiques, alors qu'il promettait en 2019, dans Valeurs Actuelles, d'établir 100% des OQTF. On a une crise de l'éducation qui est terrible au point où on a des gamins de 7 ans qui, à Pau, menacent des directeurs d'école avec des couteaux. On a une situation dans l'hôpital public qui est une catastrophe au point que les gens sont prêts à débourser, comme aux États-Unis, des centaines d'euros, voire même des milliers d'euros, juste pour se soigner. Voilà quel est le bilan d'Emmanuel Macron. Donc j'ai envie de vous dire, son auto-satisfecit, moi je trouve qu'il est absolument vous l'avez honteux. entendu, quand on l'interroge sur ses regrets, eh bien il parle rythme scolaire. Oui, je ne dis pas que les rythmes sont idéaux en France, mais c'est vrai que ce n'est pas le premier sujet. Est-ce que je vais me risquer à le défendre? La seule chose que je dirais, si je pouvais le défendre, la seule chose que je dirais, ce serait qu'il ne peut pas répondre autre chose que ce qu'il vient de répondre. Emmanuel Macron n'a pas l'autocritique facile, ça je suis d'accord avec vous. Pourquoi ne pas admettre certaines choses? Le seul moment où vous pouvez dire... Il le fait en privé sur la dissolution, il ne le fait pas en public. Mais en public, justement, c'est ce que je dis. En public, il ne peut pas parce que c'est pas fini. Donc il peut pas dire je tire le rideau. On ne fait pas de bilan de son passage à l'Élysée quand il vous reste 15 mois. Je suis d'accord, il n'aurait pas dû le faire. Maintenant, lorsqu'il dit... si vous voulez, le seul moment dans un exercice politique en tant que président de la République
République où vous pouvez dire j'ai pas fait tout ce que j'aurais pu faire, tout ce que j'aurais voulu faire, mais croyez-moi je vais le faire, c'est lorsque vous êtes aux portes de votre second quinquennat. Lorsque vous êtes à la fin du second quinquennat et qu'il n'y en a pas de troisième, oui, vous mais pouvez alors, pas dire attendez, je vous promets, je vais vous refaire avez des choses. entendu notre confrère Louis Osselter, qu'on reçoit de temps en temps ici dans le Figaro, affirme qu'Emmanuel Macron serait enragé de ne pas pouvoir se présenter en 2027. Oui, selon mes propres informations, je peux le confirmer. Oui, il a envie de revenir. Enfin, en tous les cas, l'idée de revenir en 2032, aujourd'hui, au stade où il en est, avec ses conseillers le soir à l'Élysée, il en rit. C'est un peu sur le ton de la blague. Il dit et puis si je reviens en 2032. Il l'avait fait sur scène avec Gabriel Attal. Voilà. Bien sûr. Sauf qu'en réalité, si on se met un petit peu dans la psychologie d'Emmanuel Macron, sans faire la psychologie de comptoir, évidemment qu'il a envie de revenir en 2032. Il est très jeune. S'il a quitté sa vie d'avant pour aller dans la politique aussi jeune, c'est pas pour s'arrêter maintenant. Maintenant, ce qui est assez intéressant, ça en dit beaucoup encore une fois sur le personnage, c'est qu'il ne fait pas tant le bilan de son action politique, il fait son bilan un peu personnel. Voilà, il dit il y a des traumatismes. On a vécu une période ensemble. J'ai marqué cette période avec vous. Traumatisme des gilets jaunes pour lui, traumatisme du Covid pour tout le monde. C'est quelque chose, même quand il dit d'ailleurs cet extrait qui a beaucoup tourné sur c'est la vie, c'est chouette, il parle lui-même de ce qui l'a marqué, il y a un espèce de côté introspection, c'est les moments comme ça où Emmanuel Macron, ça lui arrive souvent en interview, part un petit peu dans le cosmos, là, il se met à réfléchir sur sa vie, puis il se dit c'était quand même pas mal, ça a marqué tout le monde. Mais il n'y a pas y a rien d'effectivement de très concret. Et il ne sur parle son pas de sécurité, puisqu'il y a eu beaucoup d'épisodes compliqués. D'ailleurs, je voulais vous faire réagir, Jules Torres et Victor Hérault, illustration de ce qui peut se passer aujourd'hui dans le pays et dont les Français vraiment n'en peuvent plus, il n'y a pas d'autre mot. C'était le 31 janvier. Théo, un jeune étudiant de 20 ans, qui a reçu une pluie de coups dans les halls de son immeuble. Il faut voir les images extrêmement violentes. Immeuble du 7e arrondissement de Lyon, insoutenable. Suivi d'un racket alors qu'il rentrait de son travail. C'était un étudiant qui travaillait pour se payer ses études. Alors heureusement, il est vivant, blessé, traumatisé. Il doit déménager parce que ses agresseurs, figurez-vous, âgés entre 14 et 17 ans, ont été interpellés et relâché, placé sous contrôle judiciaire. Alors on a entendu la maman chez Elliott Deval ce matin pousser un cri de colère et on la comprend. Écoutez Florence au micro donc d'Elliott Deval et vous ce matin. Un jour, on m'a posé mon enfant sur le ventre et je me suis promis de le protéger jusqu'à sa mort. Et je pensais pas, vous voyez, on a eu un enterrement familial hier et on a eu cette cérémonie difficile. En fait, mon fils, pendant tout l'enterrement de son cousin, m'a dit « Maman, ça devrait être moi là ». Et je suis là. Voilà la réponse de mon fils de 19 ans et après il allait sur la radio et il a eu le courage de dire il faut pas de haine. Il faut pas de haine, donc c'est pas un fait divers. Je suis brisée, on est brisé. Monsieur Macron, c'est une honte. C'est une honte votre réponse. J'attends un appel et des excuses. Et cette maman, c'est extrêmement touchant, éprouvant ce qu'elle dit là au micro d'Elliott Deval. Par peur des représailles, elle annonce donc que son fils va déménager, revenir habiter chez elle, que tout tombe à l'eau pour lui. Ses études vont s'arrêter, qu'il a tout perdu. Parce qu'il faut comprendre que ces agresseurs sont dans la nature, que chacun donc a peur qu'il récidive, qu'il se venge. C'est le monde à l'envers, Jules Torres. Je trouve saisissant le parallèle que vous faites entre la séquence qu'on vient de commenter avec Victor et cette séquence-là. C'est-à-dire qu'on a un Emmanuel Macron qui se félicite de son bilan, qui fait comme si tous les problèmes que connaissaient les Français n'existaient pas, qui vous dit même pire que ça, c'est pas qu'il vous dit que les problèmes n'existent pas, il vous dit que tout va bien, que la vie dans la France d'Emmanuel Macron c'est absolument chouette, que même si on vit une période un petit peu bizarre... On l'a jamais entendu parler de ce genre d'affaires, si. Jamais, quasiment jamais, peut-être au début. Il avait fait un tweet pour penser à la victime de Sanary-sur-Ner poignardée par un élève de 14 ans. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, sur tous ces sujets-là, considère que ce ne sont pas des sujets nobles. Les sujets d'insécurité, les sujets où il y a des Français, quand ils sont tués, évidemment que le président de la République réagit. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit systématique, mais quand il y a ce genre de drame, il ne réagit pas. Pourquoi ? Parce que des drames comme ça, malheureusement, il y en a de plus en plus. Combien d'actualités nous commentons, Stéphanie, chaque week-end, où il y a un adolescent agressé à plusieurs reprises. Ils ne sont pas tous publiés. Moi, je connais une affaire dans le sud-ouest, du même acabit. Les parents ne dorment plus. Ils ont même décidé de s'armer
parce qu'ils ont peur des représailles. Voilà, les agresseurs de leur enfant sont dehors. Ça aurait pu tourner à une affaire Crépol. Non, mais bien sûr, moi j'ai eu une fois accès vous savez, au fichier que le reçoit le ministre de l'Intérieur tous les matins sur son téléphone. Il reçoit ce qu'on appelle une sorte de résumé de ce qui s'est passé la veille et notamment dans la nuit, sur les refus d'obtempérer, les violences physiques physiques intrafamiliales, extrafamiliales, les guet-apens qu'il peut y avoir contre des policiers ou des pompiers. Mais je vous jure, tout ce que nous commentons sur nos plateaux, c'est 1/10 de la réalité du pays. Mais quand vous regardez les chiffres, je vous disais tout à l'heure, 473 000 violences physiques chaque jour, c'est quasiment chaque année, donc c'est 1300 par jour. Heureusement que nous n'avons pas à les commenter. Et là, en l'occurrence, cette affaire, je trouve qu'elle montre absolument l'impéritie de l'État, dans le sens où, parmi les agresseurs de Théo, il y a quand même un jeune homme de 16 ans, qui est quand même connu pour 25 faits par les policiers dans son casier judiciaire, notamment pour des faits de torture. Et ce monsieur-là se balade tranquillement dans la rue, dans la France d'Emmanuel Macron, continue d'agresser Théo, continue et l'oblige à retourner chez sa mère, lâcher son job et son logement étudiant. C'est absolument lunaire. Restez avec nous, on poursuivra nos débats dans quelques instants. Et d'ailleurs, j'en profite pour donner, c'est lié un petit peu à ce thème, puisqu'on parlait quand même de mineurs de 14 et 17 ans. La question du jour sur le site et l'appli Europe 1, c'était: faut-il sanctionner les parents de mineurs violents ? Oui, à 98% ce soir. On parlera dans quelques instants, alors que les caisses de l'État sont vides, que les chiffres de l'immigration pulvérisent des records. Une décision du Conseil d'État qui ne passe pas inaperçue. Le Conseil d'État étant aux réfugiés déjà reconnus ailleurs en Europe la possibilité d'accéder à des soins gratuits. C'est dans quelques instants sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Toujours en compagnie du duo d'humoristes Jules Torres et Victor Hérault. Surtout Victor, oui. Bon, la France généreuse, si généreuse, mais alors à quel titre ? Sans les moyens. Une décision du Conseil d'État qui passe pas inaperçue dans un contexte où les chiffres de l'immigration pulvérisent tous les records. Le Conseil d'État qui étend aux réfugiés déjà reconnus ailleurs en Europe la possibilité d'accéder à des soins gratuits. Alors c'est une affaire qui date du 2 février. Un réfugié originaire de la République démocratique du Congo qui a été reconnu comme tel par la Grèce a pu demander un titre de séjour pour des raisons médicales dans notre pays. Alors il souffrait d'un stress apparemment post-traumatique associé à un état dépressif sévère avec des risques suicidaires. Alors il se rend dans notre pays. Il demande tout simplement un titre de séjour pour se faire prescrire des soins, comme le prévoit d'ailleurs le droit français. Il obtient donc ce traitement médicamenteux avant d'être arrêté par la préfecture de Gironde, qui refuse de lui délivrer un visa. Il lui appose une OQTF, mais voilà, le Conseil d'État a jugé qu'il était parfaitement dans son droit. Alors on est quoi là ? On est dans une forme d'idéologie, Victor Hérault, ou c'est vrai que c'est le droit, mais tout de même. Mais non, mais justement, vous le dites, c'est le droit. Alors, on dit c'est le droit comme si le droit était aujourd'hui en France un droit naturel et non pas un droit positif, c'est-à-dire un droit qui s'adapte, qui évolue, qui n'émane pas d'une puissance supérieure ou autre, qui serait figé. Non, le droit français est un droit qui évolue en fonction des jurisprudences, en fonction des situations. Or là, on considère, parce qu'on s'est nous-mêmes empêtrés dans le droit, que le droit était au-dessus de tout, et que la réalité de nos moyens propres n'existait pas. C'est-à-dire que c'est du wishful thinking, on aimerait soigner tout le monde, donc on va soigner tout le monde. Oui, mais on attend les moyens. Non, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. La France n'a, d'une part, pas la vocation à devenir l'hôpital du monde. Ça, c'est une chose, même si, encore une fois, ce sont des drames individuels. Surtout l'état des hôpitaux publics et particulièrement des hôpitaux psychiatriques. Mais j'allais y venir. Oui. Alors, d'une part, ce sont à chaque fois, il faut le dire quand même, des drames individuels. Maintenant, évidemment, c'est une question de gestion comptable. Donc, il faut aussi voir la masse, il faut voir les capacités. Ça serait formidable de pouvoir si on pouvait soigner tout le monde, évidemment. Faisons-le. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas. Et en plus, on se retrouve dans une situation où l'hôpital français est à terre, où les Français ont du mal eux-mêmes à bénéficier des secours, des soins à l'hôpital. Le temps d'attente dans les salles d'hôpitaux sont absolument démentiels. Pour la psychiatrie, c'est exactement la même chose. On a déjà du mal à évaluer et à gérer et à soigner la psychiatrie de nos propres concitoyens. Si on commence à étendre ça au monde entier, on peut oublier tout simplement la notion de soin en France. Et je pèse mes mots.
Jules Torres, rapidement. Bienvenue en France, dans ce pays le plus généreux du monde en termes migratoires. On parle souvent, par exemple, de l'aide médicale d'État, plus d'1 milliard d'euros de budget. Évidemment que tout cela participe au fait qu'un certain nombre d'étrangers ont envie de venir dans notre pays. C'est la raison aussi pour laquelle vous n'avez plus que vous avez, quand on a regardé par exemple les chiffres la semaine dernière de l'immigration, on n'est plus du tout sur de l'immigration familiale, on n'est plus du tout sur de l'immigration économique, on est sur quelque chose qui ressort bien souvent de l'asile, bien souvent de l'immigration étudiante. Et de tout un tas d'autres sujets. Vous aviez la une de Marianne il y a quelques semaines sur les titres de séjour pour des faits de troubles psychiatriques. Là aussi, ça avait heurté parce que c'est vrai qu'on avait un petit peu l'impression d'être le grand hôpital du monde, alors que la France aujourd'hui, il y a déjà des capacités psychiatriques, en tout cas dans les hôpitaux psychiatriques, qui sont complètement saturés, où il n'y a absolument pas assez de place, il n'y a absolument pas assez de lits, il n'y a absolument pas assez de soignants ni de surveillants. Donc c'est évidemment extrêmement choquant, mais ça participe quand même de quelque chose de l'ordre de l'accueil sans aucune concession qui a été décidé par nos dirigeants européens. Il y a un chiffre que moi je trouve absolument dingue. Ce qui est louable, effectivement. Mais... Non, mais qui est louable, mais bon, je crois que c'est Michel Rocard qui, dès 1989, disait qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Emmanuel Macron l'a redit, je crois, il y a 2 semaines. Vous voyez très bien qu'en 40 ans, on n'a absolument pas avancé sur ces questions-là. Et quand vous avez, en plus, 580 millions de personnes qui sont éligibles à l'asile en France, vous voyez bien qu'en fait, c'est absolument pas possible aujourd'hui d'avoir une doctrine de fermeté migratoire. Et je le rappelle, c'est pas juste un petit délire de Victor Hérault et Jules Torres. C'est les Français qui, à 70%, veulent une politique ferme sur la question de l'immigration. C'est pas juste une demande comme ça formulée autour de... Mais je rappelle d'ailleurs, tout simplement pour qu'on ait les ordres de grandeur en tête, que le budget de la Sécu, c'est 1/4 des dépenses publiques en France, 1/4 des dépenses publiques, et c'est 50 à 70 fois le budget de la justice, voilà, pour mettre les choses en perspective. Messieurs, on avance avec cette question. Jack Lang va-t-il démissionner de l'Institut du monde arabe? Il est convoqué en tout cas dimanche au Quai d'Orsay par l'Élysée dans le cadre de l'affaire Epstein. Il y est mentionné à 673 reprises. Alors il faut quand même préciser qu'il n'y a pas d'acte répréhensible formel qui lui soit imputé, même s'il y a des choses dont on peut effectivement discuter. Je vous propose d'écouter Jean-Noël Barrot sur les options de la poursuite du mandat de Jack Lang. S'agissant de l'Institut du monde arabe, je veux d'abord évoquer les Epstein Files plus généralement en indiquant que les premiers éléments qui ressortent de ces dossiers sont inédits et d'une extrême gravité. Ma priorité, c'est évidemment de garantir le bon fonctionnement, la continuité et l'intégrité de l'Institut du monde arabe. C'est pourquoi j'ai convoqué son président afin qu'il rende des comptes sur les éléments qui le concernent. Il sera reçu dimanche dès son retour à Paris et je me réserve, s'agissant de la poursuite de son mandat, toutes les options. Alors, on précise que Jack Lang, 86 ans, a exclu de démissionner. Non mais... Enfin, Victor Hérault, je vous laisse réagir, mais cette affaire me met en colère. Vous l'avez dit, Stéphanie, il n'y a rien texto dans les Epstein Files qui nous permettent de condamner Jack Lang. Mais Jack Lang s'est adonné à une défense médiatique, donc on a tout à fait le droit de commenter au moins à minima sa défense. Moi, elle ne me convainc pas du tout. Jack Lang dit qu'il n'était pas, que le mot d'ami est un peu galvaudé, qu'il n'était pas si proche que ça de Jeffrey Epstein, alors que lui-même signait ses mails avec With My Friendship, avec toute mon amitié. Il dit n'avoir pas pu être au courant des agissements de Jeffrey Epstein, alors que Jeffrey Epstein a été publiquement condamné pour avoir sollicité le service de prostituées mineures en 2008, condamné en 2008. Jack Lang a poursuivi ses échanges et sa relation avec Jeffrey Epstein jusqu'en 2019, année de la mort de Jeffrey Epstein. On rajoute à cela, tout le monde le sait, l'héritage dont a bénéficié sa fille de 5 millions d'euros, la modique somme de 5 millions d'euros, plus la holding, l'entreprise offshore à 1,4 million de dollars, plus les 60 000 euros accordés par Jeffrey Epstein à donc offshore, pas d'impôt. Offshore, pas d'impôt, vous avez raison de le préciser. Plus 50 000 euros d'Epstein à une association affiliée à Jack Lang pour financer un film à la gloire de ce même Jack Lang. Je veux dire, ça fait quand même beaucoup de choses pour quelqu'un qui dit qu'il ne connaissait pas ou de loin Jeffrey Epstein. Maintenant, ce qui me chagrine, et je vais vous dire ce qui m'énerve, vous l'avez dit, Jack Lang a 83 ou 86 ans. 86 ans. C'est-à-dire que 86 ans, Jack Lang a fait sa vie.
Et je vais le dire, Jack Lang, on saura la vérité sur cette affaire, peut-être après le décès de Jack Lang. Et c'est ça qui me révolte le plus, c'est qu'on sache tout ça si tard et que Jack Lang ne paiera probablement, s'il y a, je précise, s'il y a infraction, s'il y a quelque chose de répréhensible là-dedans, peut-être que Jack Lang s'en sortira. Jules Torres, on a quand même vu des choses circuler. Alors, je ne vais pas lancer des rumeurs, hein. Je me fie à ce que j'ai lu. Le desk, par exemple, qu'on ne peut pas soupçonner d'être pas proche du pouvoir marocain, hein, puisque c'est un petit peu le off de la monarchie marocaine, hein, dont est proche d'ailleurs Jack Lang, hein, qui rappelle quand même que les documents révèlent son implication directe à Jack Lang dans un projet baptisé Petit Prince, élaboré avec Jeffrey Epstein, dans lequel il est explicitement question de tester des enfants, je cite, sur la religion et les nouvelles sexualités. Moi, je les ai vus, les mails. Hein, il y a des échanges de mails. Bon, c'est quand même extrêmement... Pardonnez-moi, on n'a pas attendu... On s'interroge. On n'a pas attendu le 6 février 2026 pour savoir que Jack Lang fricotait avec des personnes avec qui normalement on ne fricote pas. C'est-à-dire qu'on parle quand même de quelqu'un qui assumait jusqu'il y a peu d'avoir signé une tribune pro-pédophilie dans Libération il y a quelques années. Il n'en a que... Il l'a balayé d'un revers de main il y a seulement quelques années, hein, quand Sonia Mabrouk, courageusement, lui avait posé la question. On a quelqu'un qui, pendant des années, a donné des leçons de morale à tout le monde. Et là où je rejoins Victor, c'est qu'évidemment qu'il doit quitter aujourd'hui Maznev, il a défendu Strauss-Kahn. Absolument, vous avez raison, mais bien entendu qu'il doit quitter l'Institut du monde arabe. D'ailleurs, à 86 ans, que fait-il encore? Je vous rappelle quand même, et ça va vous heurter comme les auditeurs. Jack Lang est né le lendemain de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien à faire. À un moment donné, Stéphanie, on ne peut pas sans cesse demander à ce qu'on rompe avec, par exemple, le socialisme d'État qui se donne en permanence les petits postes et donner 12 millions de subventions annuelles pour le coup, c'est vraiment, pardonnez-moi, mais la gauche caviar. Hein, à quelqu'un qui non seulement est quelqu'un d'extrêmement problématique, qui a fricoté avec des pédophiles, qui a fricoté, on le sait, depuis des années, on n'a pas attendu les divulgations des Epstein Files. On le savait qu'il avait fricoté avec le plus grand pédocriminel du siècle. Donc à un moment donné, bien sûr qu'il faut arrêter avec ce monsieur. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi aujourd'hui le protège. Alors il est convoqué, je crois, lundi au ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer. Évidemment qu'il doit quitter cet institut du monde arabe. Mais ça fait des années qu'un certain nombre de personnes le demandent. Sauf que jadis, on vous parlait de ça, on vous disait vous étiez complotiste, vous étiez d'extrême droite, vous n'avez pas le droit de vous en prendre à Jack Lang. Attention, vous êtes en train de fricoter avec des idées nauséabondes. Non, il doit le quitter. Mais il y a des personnages comme ça de gauche, on n'a pas le droit d'y toucher. Pierre Berger, c'était pareil. On ne touche pas. Non, mais c'est pas les mêmes. Oui, bien sûr que vous n'avez pas le droit de toucher à ces gens-là, mais voilà, il y en a quelqu'un qui, objectivement, aurait dû être à la retraite. Et vous savez que je ne suis pas pour la retraite à 60 ans ni à 62 ans, mais il aurait dû être à la retraite depuis un moment, pas parce qu'il a l'âge qu'il a, mais parce que c'est quelqu'un d'extrêmement problématique. Merci, c'était le mot de la fin. Merci Jules Torres, merci Victor Hérault. Et restez avec nous dans quelques instants. Mon invité, Muriel Waknin-Melki, présidente de l'Organisation juive européenne, avocate pénaliste. On parlera de ce procès, surtout les résultats de ce procès. L'homme qui a poussé son voisin juif de 89 ans du 17e étage, c'était en 2022, a été condamné à 18 ans de prison. Mais fait notable, dans cette affaire particulière, le mobile antisémite n'a pas été retenu. On en parlera avec Muriel Waknin.